Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission À votre santé sur TVADP. Nous sommes le 29 septembre 2025. Alors, vous savez, aujourd'hui, on va parler des ondes électromagnétiques et leur impact sur notre santé. Auparavant, et avant que je fasse venir les invités, on a une annonce importante à vous faire. C'est tout nouveau, on ne sait pas il y a peu de temps, mais il va y avoir un événement demain, le 30 septembre. Et donc, je vais laisser éventuellement Eric Montana, si tu veux bien monter à l'antenne pour nous présenter cette petite annonce qui va durer une petite minute. On la lance et on reprend l'émission après. Oui, en l'occurrence, merci Doc. C'est une annonce qui concerne une conférence de presse qui sera donnée demain à 14 heures à Paris au cabinet de Maître Garbarini, qui est l'un des avocats qui défend Tariq Ramadan. Vous savez que Tariq Ramadan fait l'objet d'un traitement judiciaire un peu particulier dans notre pays. C'est un homme à qui on a refusé d'accorder la présomption d'innocence. Demain, ses avocats ont pour intention de montrer à l'opinion publique des preuves scientifiques qui démontrent que M. Ramadan est en fait l'objet d'une machination malveillante et criminelle. Et pour une fois, la science va venir à son secours et va lui permettre de démontrer son innocence. Ce dont je me réjouis parce que, évidemment, vous savez que sur TVADP, Tariq Ramadan est chroniqueur régulier. Il nous fait l'amitié de venir partager ses réflexions et ses analyses. C'est quelqu'un que nous respectons beaucoup, que nous aimons beaucoup, et nous nous réjouissons que demain, enfin, un début de justice lui soit rendu. Voilà, mon cher Doc, et si tu veux bien... Bonjour, je suis Pascal-Pierre Garbarini, avocat au barreau de Paris, et je partage avec d'autres confrères la défense de M. Tariq Ramadan. Dans le cadre de la défense de M. Tariq Ramadan, ont été découverts des éléments scientifiques particulièrement importants pour la manifestation de la vérité. Ces éléments sont capitaux pour permettre d'établir l'innocence de M. Ramadan qui est refusé depuis le début dans cette procédure. C'est pour cela que nous avons décidé d'organiser une conférence de presse le 30 septembre prochain à 14 heures à mon cabinet. Je serai accompagné non seulement de mes confrères parisiens, mais également de mes confrères suisses qui feront le déplacement pour participer au partage de ces éléments scientifiques capitaux que nous devons exposer pour la défense de M. Ramadan. Cette manifestation de la vérité est importante et elle doit être dès à présent connue de tous. C'est pour cela que nous vous invitons à participer et à être présents à cette conférence de presse capitale pour la défense de M. Tariq Ramadan. Voilà. Merci. Merci Eric. Nous reprenons le sens de notre émission. Alors, vous savez, aujourd'hui, on va parler des ondes électromagnétiques. On va parler de leurs impacts sur notre santé. Alors, elles sont partout autour de nous. On en a besoin pour notre vie quotidienne, pour notre métier. On en a besoin pour énormément de choses. Elles ont peut-être pris beaucoup trop de place. On se souvient entre autres d'un événement assez intéressant qui est que lors de la pandémie de Covid, des antennes 5G ont fleuri partout, comme s'il était nécessaire de télécharger nos émissions Netflix plus rapidement qu'avec la 4G. On va discuter de tout ça, de leur impact sur nos cellules, sur notre organisme, avec quelqu'un que j'ai rencontré aux universités d'été rassemblantes 2025 à Castres, grâce à Cécile Maïchak. Il s'agit de Frédéric Furlano, membre du comité scientifique de Robin des Toits. Bienvenue à toi, Frédéric, dans cette émission. C'est la première fois que tu interviens, en tout cas chez nous, et ça me fait vraiment très plaisir. Bonsoir Eric. Les ondes électromagnétiques, c'est déjà des sujets qui ont été évoqués avec des personnes que tu connais bien, comme Patrick Joland.
mais pas dans cette émission. Donc, ça sera un plaisir de commencer. Et surtout, comme tu sais bien, c'est une émission santé, donc on va parler ondes électromagnétiques et santé. Et j'ai amené avec nous, dans notre besace de l'Université des Terres Assemblantes, quelqu'un qui, lui, a l'habitude de cette émission. Il s'agit du docteur Jean-Philippe Labrèze, que malheureusement, vous risquez de ne pas voir parce qu'il a un problème avec sa caméra, mais il intervient avec nous avec sa douce voix. Bienvenue à toi, Jean-Philippe. Oui, bonsoir à tous et toutes mes excuses. Voilà, un petit souci technique que j'ai été incapable de régler. Et voilà, donc vous entendrez ma voix, ma bouille, mon visage, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais encore une fois, toutes mes excuses. On va commencer par toi, Frédéric. Est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter, puis présenter aussi l'association Robin des Toits, peut-être que tout le monde ne connaît pas. Oui, donc je m'appelle Frédéric Furlano, je suis membre du comité scientifique de l'association nationale Robin des Toits, association qui défend l'idée de systèmes de télécommunication sans effets sanitaires, sans effets environnementaux et sans effets sociétaux. Voilà, aujourd'hui, la raison d'être de Robin des Toits est une dérive dramatique dans tous les sens, au détriment de la santé, de l'environnement et du sociétal. Voilà, c'est la raison d'être de Robin des Toits. Nous sommes submergés de demandes, en particulier de populations qui ont des problèmes avec les ondes électromagnétiques artificielles, des problèmes de santé, voilà, et au même titre que d'autres associations, hein. Nous ne sommes pas les seuls à nous en préoccuper, hein. L'association Priartem, l'association Zone Blanche, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, agissent dans la même direction. Voilà. Et donc, pour ma part, j'ai un bagage scientifique qui me permet de comprendre les tenants et aboutissants. Je précise que je n'ai pas fait d'études de médecine, je n'ai pas fait d'études en biologie. Néanmoins, la seule lecture des publications scientifiques disponibles dans les réseaux Internet scientifiques m'ont permis d'accéder à un niveau de connaissance suffisant. Et comme je dis souvent, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Donc j'arrive aujourd'hui avec un niveau de connaissance qui n'est absolument pas enseigné en faculté de médecine, ce qui est à soi seul un véritable scandale dans la mesure où nous vivons dans une société pro-technologique, religieusement pro-technologique, un paradoxe pour une société laïque. Et donc, tout ce que nous avons développé comme connaissance au sein de l'association Robin des Toits, eh bien, va à l'encontre du dogme, du narratif qui consiste à faire croire aux gens que les ondes électromagnétiques, on ne saurait pas, on aurait des doutes. Nous aurions besoin de 20 ou 30 ans d'études supplémentaires. Voilà, ben, la chansonnette habituelle. Hein. On a surtout besoin de gens qui savent lire les publications scientifiques déjà écrites depuis 70 ans. Et rien qu'avec ça, il y a de quoi faire. Alors, je te confirme, Frédéric, que les médecins n'y connaissent strictement rien. Ça ne fait pas partie du tout de leur cursus universitaire. Jean-Philippe pourra peut-être confirmer. Mais en tout cas, le pire, c'est que les hôpitaux sont des lieux hyper connectés, mais on n'y pense strictement jamais. Jean-Philippe, est-ce que toi, tu as l'impression que parmi nos collègues, il y a des collègues de ville, il y a des voix qui s'élèvent un peu et qui se disent il y a un truc qui se passe quand même avec les ondes électromagnétiques, ou est-ce que c'est silence total? Non, je pense que c'est silence total ou quasi total, et je dois dire que j'ai été passionné comme toi par l'intervention de Frédéric Furlano et l'échange qu'on a eu après, parce que c'est vraiment, alors, cette nocivité, je la connais à peu près, j'en ai vaguement entendu parler, des expériences qui la démontrent, l'incidence des cancers à côté des antennes, etc., sous les lignes à haute tension. C'est donc, et puis quand on connaît le fonctionnement d'un organisme humain, qu'on sait comment les cellules communiquent entre elles, par ondes, quand on connaît l'impact des ondes sur le système endocrinien étant une structure qui réagit à des longueurs d'onde. Donc, on comprend bien que quand on est immergé, quand on baigne dans un champ de pollution électromagnétique, ça ne peut qu'être extrêmement délétère.
Mais à travers l'échange avec Frédéric et puis les documents qu'il nous a fait parvenir, là, on comprend que les fondements scientifiques, ils sont parfaitement là, établis, qu'il n'y a aucune discussion possible. Et je disais tout à l'heure que le centre d'études des cancers classait les ondes électromagnétiques comme cancérigènes possibles. Voilà, donc il faudra encore effectivement combien d'années et combien de débats et combien de morts pour qu'en fine, on arrive à la conclusion qui est évidente, c'est cancérigène évident. Et donc, c'est encore une fois tout le travail de Robin des Toits qui maintenant, plus je comprends, plus je m'éduque sur le sujet, me semble un travail de salubrité publique et d'une absolument fondamentale pour préserver la santé des individus, de nos concitoyens. Frédéric, quand il y a un produit qui est défectueux, il y a toujours une sorte de principe de précaution qui fait qu'on le retire du marché. S'il y a une ou deux pizzas surgelées qui a fait l'objet d'un rappel, qui a fait l'objet d'une contamination, on fait un rappel immédiat, c'est un principe de précaution. Et là, on a l'impression que ce principe-là est complètement bafoué, alors que s'il y a le doute devrait profiter à la population et pas aux personnes qui gagnent du pognon avec cette manne. Alors, je vais intervenir de suite là sur le principe de précaution. En ce qui concerne les ondes électromagnétiques et les effets toxiques sur la santé, il ne s'agit pas d'invoquer le principe de précaution, il s'agirait plutôt d'invoquer le principe de prévention. Juste un petit détail de nuance juridique, le principe de précaution est invoqué pour des sujets dont nous ne disposerions pas assez de preuves scientifiques, où il y aurait encore des doutes sur une toxicité éventuelle, etc. Là, c'est dans ce cadre-là qu'on invoque le principe de précaution. Et quand on invoque le principe de prévention, c'est quand le risque est documenté, établi et démontré scientifiquement. Bon, il n'y a que l'État français pour essayer d'enfumer et de faire croire aux gens qu'il y aura encore des doutes. Je le répète, la littérature scientifique des années 60, 70, 80 et même certaines publications actuelles démontrent le risque avéré de toxicité cellulaire des ondes électromagnétiques, que ça soit tant basse fréquence que haute fréquence. Voilà. Donc, pareil, j'aimerais juste apporter une nuance. Les gens psychotent beaucoup sur l'effet cancérigène, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que s'il y avait que l'effet cancérigène, ça serait pas mal. En réalité, il y a tout un cortège de dysfonctionnements et notamment des troubles métaboliques qui peuvent conduire notamment dans la phase ultime au cancer, mais il y a tout un tas d'éléments, de troubles et des tableaux cliniques qui vont avec, qui sont induits par les expositions aux ondes électromagnétiques tant basse fréquence que haute fréquence, qui devraient préoccuper les pouvoirs publics, notamment en commençant par former correctement les médecins et à faire autre chose que prescrire des pilules chimiques. Voilà. Il faut vraiment s'intéresser à la pollution environnementale, parce que je rappelle juste, sans être désagréable, que 80% de la charge de notre système de santé est lié à des maladies longue durée et absolument pas à des problématiques infectieuses. Donc 80% de la charge de notre système de santé, ce sont les maladies longue durée. Et les maladies longue durée, c'est l'environnement, c'est la pollution environnementale. Alors il y a la chimie, il y a les métaux et il y a les ondes électromagnétiques. Voilà. Donc, si quelqu'un s'intéressait vraiment, ce qui serait encore à démontrer, à la santé publique, il faudrait commencer par là. Alors effectivement, le théâtre, la mascarade des pizzas, ça distrait un petit peu la population pas très exigeante, qui va se satisfaire d'une fermeture d'usine parce qu'il y a 2 pizzas frelatées, mais elle ne voit pas derrière toute la pollution environnementale qui est largement et avec complaisance de l'État largement ouverte,
pour permettre des gains financiers, entre autres, mais pas que. Et donc, la population de train, qui après, on vient pleurnicher sur le trou de la sécurité sociale qui ne fait que subventionner des process industriels qui passent leur temps à polluer l'environnement et donc au détriment de la santé publique. Donc, au niveau fiscalité, on a une subvention indirecte par la santé publique de tous ces process industriels qui nuisent aux intérêts de la population. Ok, alors là, on va parler santé. Hein, on va se dire, il faudrait juste que tu nous rappelles en quoi consistent les ondes électromagnétiques pour les béotiens qui comme moi, regardent cette émission. Et puis après, en quoi ça agit sur notre santé. Je sais qu'on va beaucoup parler de la mitochondrie. Absolument. Alors, comment dire, j'aimerais apporter une précision par rapport à l'hôpital, puisque Jean-Philippe en a parlé 30 secondes, mais j'aimerais enfoncer le clou là-dessus parce que vraiment, c'est un réel problème. L'hôpital est un lieu qui devrait être dédié à la santé. Et force est de constater qu'au niveau ambiance électromagnétique dans les hôpitaux, nous avons une accumulation de tout ce qu'il ne faut pas faire au niveau insalubrité électromagnétique. Hein. L'hôpital est le dernier endroit où je conseille aux gens d'aller s'ils veulent éviter les problématiques électromagnétiques. Hein. C'est le cas en particulier des personnes électro-hypersensibles qui ont toutes les difficultés pour aller se faire soigner à l'hôpital parce que vu qu'elles sont électro-hypersensibles, elles ne supportent pas l'ambiance électromagnétique qui envahit les locaux des hôpitaux. Alors, à plusieurs titres. Hein. Sur les hôpitaux, les toits des hôpitaux, vous avez des forêts d'antennes relais parce que des gens à qui, manifestement, il manque quelques cotisations annuelles, des gens ont décidé de faire installer des antennes relais. Au sein même des couloirs des hôpitaux, vous avez deux types de pollution. Vous avez les pollutions par Wi-Fi parce que manifestement, l'hôpital ressemble maintenant à un hôtel. Il faut absolument pour la clientèle fournir la Wi-Fi. Voilà. Donc, et la Wi-Fi, c'est des radiofréquences et donc c'est toxique. Et enfin, il y a le fameux téléphone sans fil, le DECT, que tout le corps médical transporte sur lui pour être contactable à tout moment. Et ça aussi, ça émet des radiofréquences qui sont délétères. Mais c'est pas fini parce que dans les hôpitaux, il y a également des lits médicalisés, motorisés pour faire monter le dossier, abaisser les pieds, etc. Bref. Et ces lits médicalisés sont branchés sur le secteur. Et évidemment, la plupart d'entre eux ne sont pas reliés correctement à la Terre et donc émettent des basses fréquences électriques. Et ce qui fait que souvent, moi j'ai eu l'occasion de mesurer ça, vous avez du 1000 volts par mètre en basse fréquence pour la personne qui est sur le lit médicalisé à l'intérieur d'un hôpital. Donc, vous avez un cisaillement multifréquence pour le patient qui est en général malade à l'hôpital. Franchement, il a du mérite quand il sort de là. Voilà. Et je plains surtout le personnel médical qui, lui, est 40 heures et plus par semaine dans cette ambiance-là. Voilà, c'est absolument délétère pour tout le monde, à la fois les patients, à la fois le corps médical. C'est du délire. Voilà, ça c'est. Il faut que les gens prennent conscience que l'hôpital, ça doit être un lieu sanctuarisé en termes de pollution et en particulier sur la pollution électromagnétique. C'est un vrai scandale. Voilà. Parfait, ça c'est dit. Voilà, on va parler maintenant de la santé en règle générale. En quoi est-ce que les ondes électromagnétiques peuvent-elles être néfastes pour notre santé? Alors, les ondes électromagnétiques, comme leur nom l'indique, hein, il y a onde, il y a électro et magnétique. Donc, il y a deux composantes pour la fameuse onde. Hein. Une onde, en général, c'est une variation d'une grandeur physique. Hein. Quand vous lancez un caillou sur un étang, vous provoquez des ridelles concentriques par rapport au point d'impact. Voilà. Et ces ridelles, ces ondes qui se propagent de manière concentrique représentent une variation de hauteur de la surface d'eau. Eh bien, pour les ondes électromagnétiques, ça va être une variation, mais pas de hauteur, ça va être une variation de l'intensité électrique et de l'intensité, alors intensité du champ électrique et intensité du champ magnétique. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne.
Et tout ce petit monde se propage à partir d'une source émettrice. Alors, il se trouve que le vivant, c'est pas de chance, le vivant est mu par des activités électriques notamment et des flux ioniques. Et qui dit particules chargées électriquement, que sont les ions, l'ion calcium, l'ion potassium, eh bien, ces particules-là sont très sensibles à l'ambiance des champs électriques et magnétiques ambiants. Voilà. Alors, je fais référence aux forces de Laplace, forces de Lorentz, voilà, que chacun, on voit ça au lycée. Hein. Enfin, quand j'étais au lycée, en tout cas, je ne sais pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau des programmes, puisque tout a été tellement lessivé qu'on se demande si ces sujets-là sont encore abordés. Mais en tout cas, il y a quelques années, on abordait encore ça à l'âge de 17 ans au lycée. Donc, je suis un peu étonné que dans les ministères, ces notions-là ne soient pas maîtrisées. Parce que une fois qu'on a bien compris l'interaction des champs électromagnétiques avec les particules chargées, et qu'on a bien compris que dans notre corps, il y a l'essentiel du vivant, ce sont des flux de particules chargées. Donc, ces particules chargées ne peuvent pas être autre chose qu'influencées par l'ambiance électromagnétique. Et à force d'être influencées, ça finit par faire dérailler. En quelque sorte, pour que les gens comprennent, c'est un petit peu, si je faisais un parallèle acoustique, c'est un petit peu comme si vous mettiez un chanteur qui chante faux au milieu d'une chorale. La chorale, les choristes chantent juste, et puis vous faites démarrer un chanteur qui se met à chanter faux au milieu de cette chorale, il vous fait dérailler l'ensemble de la chorale. Et c'est exactement ce qui se passe avec les ondes électromagnétiques. Au début, c'est supportable, et au bout d'un moment, quand vous avez par exemple une faiblesse physiologique, eh bien, ça se met à dérailler, et c'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas touché au même moment. Voilà. Mais il ne faut pas se dire que il y aurait des élus et des gens qui ne sont pas concernés. Tout le monde est concerné. C'est juste une question de délai d'exposition et d'historique, parce que dans l'histoire, on voit bien qu'il y a une communauté d'influence entre les différentes pollutions, que ça soit métallique, que ça soit chimique et que ça soit électromagnétique. Et selon votre point d'entrée, vous faites monter votre niveau inflammatoire et il arrive un moment où votre corps n'en peut plus. Et quel que soit le point d'entrée, vous arrivez au même résultat, vous atterrissez, vous migrez vers une hypersensibilité, alors que ça soit à la chimie, par exemple, ou aux ondes électromagnétiques. Et on en vient toujours pour comprendre ces phénomènes, à étudier le cœur de la cellule et en particulier une entité qui est essentielle au fonctionnement cellulaire, qui est la mitochondrie. C'est par là que tous les problèmes passent. Voilà, les déraillements de l'activité mitochondriale. Alors, on va y parler, on va aborder abondamment ce sujet parce que la mitochondrie, on en parle beaucoup en ce moment. C'est pas que une chaudière de l'organisme, hein, ça agit sur énormément de choses et c'est absolument indispensable à la vie cellulaire. Très brièvement, on va décrire la mitochondrie si tu veux bien, et puis Jean-Philippe, tu pourras compléter. Oui. Et éventuellement, est-ce que je pourrais partager, j'ai quelques planches d'illustration. Oui, avec joie. Alors, si j'affiche mon écran, est-ce qu'on arrive à voir ce que j'ai à l'écran ou pas? Alors, pour le moment, on ne voit pas. Il faut que tu fasses partager l'écran. Non. Je cherche. C'est peut-être ça. Oui, partager l'écran. Partager l'écran. Sélectionner une fenêtre. En attendant, Jean-Philippe, est-ce que tu as dans ta patientèle des personnes qui sont hypersensibles ou qui nous relatent des événements difficiles en sortant des hôpitaux? Oui, des patients électro-hypersensibles, j'en ai, et leur vie est vraiment devenue un enfer, quoi, hein. Ce sont des personnes qui ont dû arrêter leur travail parce que, bien évidemment, dans l'environnement professionnel, quand on est sur son lieu de travail, eh ben, cette pollution, elle est considérable. Et ce sont vraiment des personnes qui, et au niveau de leur ressenti, et d'ailleurs ensuite au niveau des dérèglements physiologiques aussi.
il y a toute une batterie de tests qu'on peut faire, etc. Mais leur vie devient très compliquée. Ce sont des gens qui doivent s'isoler et essayer de trouver des zones blanches. Mais ça, Frédéric pourra en parler mieux que moi. Je crois que ça devient probablement de plus en plus compliqué de Je se confirme. trouver à distance d'antennes émettrices. Et parce que l'une des patientes à laquelle je pense avait changé d'activité professionnelle complètement. Elle s'était mise à élever des abeilles, ces champs d'oliviers, loin de tout. Et puis, je crois que dans la zone où elle est, qui était une zone blanche, et bien maintenant, il y a une pollution électromagnétique parce qu'il y a une antenne qu'ils ont réussi à installer pas très, très loin de là où elle était. Et ça devient compliqué au point qu'il faut envisager à nouveau de déménager. Donc, c'est vraiment très, très, très compliqué. Et je vais laisser le soin à Frédéric de répondre à ta question, Eric, puisqu'on va parler des mitochondries. Mais c'est un sujet qui nous passionne. Tu es comme moi membre de la Société internationale de médecine orthomoléculaire. Et dans le cadre de pathologies, notamment comme le cancer, dont la cause première, on y reviendra, est un dysfonctionnement mitochondrial, notre objectif premier est de relancer la mitochondrie. Comme d'ailleurs pour tout un ensemble de pathologies dites dégénératives, où la cause physiologique, physiopathologique de base est un dysfonctionnement mitochondrial. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a passionné la dernière fois qu'on a échangé avec Frédéric, c'est qu'il est venu nous expliquer comment les ondes impactaient les mitochondries. Et on comprend mieux dès lors pourquoi elles peuvent effectivement considérablement conduire à un dysfonctionnement de l'organisme et à un cortège de troubles, de dysfonctionnement ou de maladies. Et c'est vraiment, ça m'a permis de faire le lien. Et voilà, et c'est un échange passionnant. Donc je remercie encore Frédéric. Je vais lui laisser le soin de répondre à ta question et puis je compléterai un peu, si vous le voulez, sur les mitochondries, leur rôle dans l'organisme, si Frédéric ne l'a pas expliqué, et puis pourquoi il faut qu'elles fonctionnent de façon optimale si on veut rester en bonne santé. Parfait. On voit ici une cellule en couple et en rouge avec le mitochondrie. À toi, Frédéric. Voilà, alors j'enfonce le clou par rapport à ce que vient de dire Jean-Philippe. Il faut que les gens comprennent que l'ensemble des maladies, de ce que l'on appelle maladies, qui ne semblent pas avoir de lien entre elles, eh bien en fait résultent de troubles mitochondriaux qui se manifestent selon les cas en différents points de l'organisme et donc sous la forme de tableaux cliniques qui en apparence sont différents, mais qui ont pour origine, cause racine, des troubles mitochondriaux. C'est comme ça qu'il faut voir l'enjeu essentiel autour de la mitochondrie. Voilà, alors là j'illustre une cellule avec en son cœur le noyau, et puis en périphérie, du noyau, comme des petits haricots qui sont des mitochondries. Alors il faut comprendre que ces mitochondries, effectivement, elles jouent un rôle très complexe dans la cellule et qui ne se limite pas que à la production de chaleur ou à la production d'énergie. C'est un petit peu le chef d'orchestre de la cellule. C'est un pilote complet de l'activité cellulaire. Elle résulte de l'intrusion d'une archéobactérie dans les cellules primitives. Archéobactéries qui a été assimilée par les cellules et qui ont permis l'élaboration, le développement de la vie complexe. Je traduis. En quelque sorte, il n'y aurait pas eu cette intrusion d'une mitochondrie ou d'une archéobactérie dans une cellule primitive, nous ne serions pas là en train de philosopher autour du rôle essentiel de la mitochondrie pour notre santé. Voilà. Donc cette mitochondrie, elle dispose d'un génome, d'un patrimoine génétique qui vient exclusivement de la mère de chacun d'entre nous et qui est différent, patrimoine génétique, qui est différent de celui qui est inclus dans le noyau de la cellule et rassemblé sous la forme de chromosomes. Avec la chaîne ADN empilée dans le chromosome grâce à des enrouleurs qu'on peut appeler des protéines là qui s'appellent les histones. Voilà. Et ça a un rôle essentiel, si je me permets d'insister là-dessus, c'est que ces enroulements font que le génome devient radiosensible à l'ambiance électromagnétique.
parce que ces enroulements constituent des millions et des millions de petites antennes. Voilà. Donc ceci étant dit, j'insiste sur un point, c'est que s'il y a un mécanisme de réparation disponible pour l'ADN nucléaire, celui qui est dans le noyau, il n'y a en revanche aucun dispositif de réparation s'il venait à survenir des ruptures de brins d'ADN mitochondriaux. Donc, on voit bien le caractère, s'il y a un jour une interaction avec une onde électromagnétique sur l'ADN mitochondrial, il n'y a aucun processus de réparation. Donc, les brisures font que la mitochondrie cesse de fonctionner correctement. Voilà. Alors, j'avance un petit peu. Alors, quand on est en bonne santé, quand on regarde des images de fluorescence, on arrive à voir les mitochondries en bonne santé qui même fusionnent et constituent des réseaux à l'intérieur de la cellule. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite. Donc, d'où le caractère vraiment primordial à comprendre sur l'activité de la mitochondrie vis-à-vis de la vie cellulaire. Alors, juste un petit rappel pour dire que le rôle de la mitochondrie, ce n'est pas que de l'énergie et de la chaleur. Ça agit, ça contribue au renouvellement des neurotransmetteurs pour les influx nerveux dans le cerveau. Ça contribue à la synthèse d'hormones. Juste pour rappel, les hormones du type œstrogène et progestérone sont fabriqués par les mitochondries des ovaires. Donc, si vous altérez pour X raisons le fonctionnement mitochondrial des ovaires, vous stoppez ou vous dégradez la capacité à produire des hormones type œstrogène et progestérone. Et donc, vous avez un effet sur la fertilité, évident. Pareil, la testostérone pour les hommes, c'est une hormone qui est produite par les mitochondries qui sont dans les testicules. Et ainsi de suite. Le cortisol, une hormone de réponse au stress, cette hormone, elle est produite par les mitochondries des glandes surrénales. Et donc la liste est longue, on pourrait continuer toute la soirée là-dessus. Également, la mitochondrie contribue à la synthèse de l'hémoglobine. Alors ça, c'est essentiel à comprendre parce que l'hémoglobine, c'est quand même elle qui transporte l'oxygène vers les cellules. Donc, si vous ne produisez pas assez d'hémoglobine, vous altérez votre capacité à transporter l'oxygène et donc vous vous asphyxiez. Voilà. Et enfin, la mitochondrie, c'est elle qui pilote la vie et la mort de la cellule. Ce qu'on appelle l'apoptose. Et donc, elle a un rôle essentiel au moment de la prolifération tumorale. Alors, dans la mitochondrie… Ça veut dire qu'une bonne cellule qui contient de bonnes mitochondries est capable de se détruire s'il est en train de se cancériser. C'est ça. Et oui, en fait la mitochondrie, elle joue le rôle de fusible au niveau cellulaire. Elle a cette capacité à neutraliser une déviance qui commence à ne pas être maîtrisée, voyez. Et donc, on comprend les sous-entendus derrière l'évolution des pathologies cancéreuses. Voilà. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est la mitochondrie, c'est la respiration cellulaire. Son rôle clé, elle est dans l'utilisation de l'oxygène que nous respirons, qui est transporté par le sang vers les différents organes. Et au niveau des différents organes, cet oxygène est capté par les différentes cellules. Et au sein de la cellule, c'est la mitochondrie qui va absorber cet oxygène. Et pour arriver à produire le cortège de ce que j'ai énoncé à l'instant, de l'énergie, mais pas que, des hormones, etc. Et donc, ça se produit, en fait, le cycle de l'activité mitochondriale est découpé en 4 étapes. La 5e étant la finalisation de la macromolécule d'adénosine triphosphate, l'énergie, c'est une découverte des années 80, c'est assez récent. Et donc, juste pour anecdote, à la 4e étape, là, c'est là qu'on voit la molécule d'oxygène captée
par la mitochondrie. Ça se fait grâce à une enzyme qui s'appelle la cytochrome oxydase. Et c'est à ce niveau-là, quand on parle de stress oxydatif ou stress nitrosatif, c'est à ce niveau-là où vous avez, au lieu de capter cette molécule d'oxygène, vous pouvez avoir la captation d'un oxyde nitrique. Et c'est ça le stress nitrosatif. Et alors le capteur, juste pour petite anecdote, il a la même allure que celui de l'hématie dans le sang. Le capteur qui vient accrocher la molécule d'oxygène et pour le transporter, c'est le même type de capteur. Voyez. Donc là, on voit que dans le processus de production là, de l'activité de la mitochondrie, vous avez un élément qui est essentiel à la respiration cellulaire. Et si au niveau de ce capteur, au lieu d'utiliser une molécule d'oxygène, on vient utiliser une autre molécule, là, on rentre dans un cycle de stress cellulaire. Voilà, un fonctionnement anormal qui fait que notamment la production d'ATP est interrompue, mais pas que. Vous avez la production d'hormones qui sera interrompue. Vous avez là un dysfonctionnement notoire. Alors, la mitochondrie, dans notre environnement multipollué, elle n'est pas attaquée qu'à ce niveau-là de la cytochrome oxydase, elle est aussi attaquée au niveau de la première étape. Hein, dans la première étape, vous avez une enzyme qui s'appelle la succinate déshydrogénase. Eh bien, ce principe-là est attaqué par l'agrochimie avec les molécules SDHI qui viennent bloquer la toute première étape de la production d'ATP au sein de la mitochondrie et conduit à un dysfonctionnement mitochondrial majeur. Alors, ces substances-là, elles sont utilisées dans les champs pour s'attaquer aux mitochondries des champignons que l'on veut traiter. Le problème, c'est que les mitochondries des champignons, comme les mitochondries des mammifères, elles n'ont pas la même allure, mais elles ont le même fonctionnement. Donc, si on utilise des molécules qui sont toxiques pour des mitochondries, certes, de champignons, elles seront toxiques de fait pour les mitochondries des mammifères, et notamment les hommes. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect à retenir. Le deuxième aspect, c'est que pour produire, voilà, je rends un peu plus le même schéma, mais un peu plus complexe. Pour produire cette molécule d'ATP, ça se produit en 5 étapes. Chacune des étapes est le siège de lecture du génome. Génome nucléaire, génome mitochondrial. Alors, j'arrive ici. On voit ici que pour chaque étape, vous avez un certain nombre de gènes mitochondriaux et nucléaires qui sont lus. Et si vous faites interagir des ondes électromagnétiques sur la lecture de ces différents gènes, vous interrompez immédiatement la production d'ATP. Et pour la seule première étape, par exemple, vous avez cette occasion de l'interrompre pour la partie mitochondriale et 39 occasions de l'interrompre pour la partie nucléaire. Vous voyez, donc il faut que l'ambiance électromagnétique soit la plus saine possible parce que vous voyez qu'à la moindre anicroche, vous interrompez le processus normal du fonctionnement mitochondrial. Donc ça, c'est pour la question uniquement lecture du génome. Et vous avez une troisième couche. Et là, c'est les transferts de protons H+. Donc, dans la mitochondrie, elle va constituer en fait une différence de potentiel entre de part et d'autre d'une membrane, c'est ce qu'il faut retenir. Et cette différence de potentiel, elle va être produite par des canaux qui vont pomper les protons H+ d'un côté de la membrane à un autre pour constituer ainsi une différence de potentiel. Et ça va se faire sur les 4 principales étapes de la production d'ATP. Et à la 5e étape, ce flux de protons qui a été amassé, rassemblé d'un côté de la membrane, va se décharger brutalement et va permettre la finalisation, comme dans une pile, la finalisation de la macromolécule d'adénosine triphosphate.
Donc, vous voyez, le fonctionnement, je résume, le fonctionnement mitochondrial, il est le siège à minima de trois phénomènes qu'il ne faut surtout pas interrompre. Lecture du génome, transfert des protons H+, et captation de l'oxygène. Voilà. On voit bien que là, avec ces trois aspects-là, il y a trois donc vulnérabilités qui font que dans l'ambiance multipolluée à la fois sur le plan chimique, métallique et électromagnétique, vous concourez aux mêmes effets, interruption de la production d'ATP. Alors, pour ceux qui auraient encore des doutes, voilà, une magnifique étude là d'une équipe française qui a étudié donc la production d'ATP sur des tomates. Juste pour rappel, j'ai bien conscience que les mammifères ne sont pas des tomates, mais je viens juste de vous expliquer que le fonctionnement mitochondrial des légumes, des végétaux et ceux des mammifères sont globalement les mêmes, même si les mitochondries des uns et des autres ne sont pas strictement identiques. Voilà. Et ce que l'on observe donc en exposant des tomates, des cellules de tomates à du 900 MHz, ce qui constitue des radiofréquences, eh bien là, on voit la production d'ATP de la cellule de la tomate chuter. Et c'est une expérience qui a été menée, qui a été répétée, qui est reproductible, voilà, et qui n'est pas discutable dans ses effets. Donc, clairement, nous avons un souci d'interaction démontré sur le fonctionnement mitochondrial sous exposition de radiofréquences. Voilà. Et alors, pour résumer, ça c'est ce qu'on retrouve dans une publication, magnifique publication de 2016 avec l'équipe d'Igor Belaïev, où vous voyez en haut la convergence des différents polluants, que ce soit virus, bactériens, pesticides, les métaux, EMF, ce sont les ondes électromagnétiques, les plastifiants, la nourriture, etc. Et donc ça peut contribuer au stress nitrosatif comme au stress oxydatif, agir ainsi sur la partie gauche sur le fonctionnement mitochondrial et la production d'ATP, induire de l'inflammation, induire des phénomènes immunitaires, des dérèglements immunitaires. Voilà, on sait aujourd'hui, c'est documenté, on sait le mode d'intervention, d'interaction de tous ces polluants sur l'activité cellulaire sans aucune difficulté. Tout ça, tout ce que j'essaie de vous dire là, de vous expliquer, c'est parfaitement documenté depuis plusieurs décennies. Là, j'ai pris l'exemple de cette publication de 2016, mais il y en a bien d'autres qui concourent aux mêmes conclusions. Alors, on voit qu'en plus, les ondes prennent de plus en plus d'ampleur dans nos foyers. On avait simplement au départ l'électricité, puis le tube cathodique. Maintenant, on a aussi les micro-ondes. On est passé au 3G, 4G, 5G. La 6G est même prévue bientôt. J'aimerais juste savoir, parce que là, on va être coincé dans un univers qui sera multi-ondes et multi-connecté, mais quelles pourraient être des idées de solutions pour tâcher de passer à travers les gouttes, si je peux me permettre. Est-ce que toi, tu as des petites idées, notamment ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir protéger les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller de choses simples à faire? Alors, déjà, le premier levier, ça va être son domicile. Il est clair que la population n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur l'espace public. En revanche, le domicile, là, on a les clés du camion. Donc, ça veut dire que à son domicile, il faut faire le grand nettoyage de tout ce qui est appareil émetteur de pollution électromagnétique. Alors, la base de la base, c'est commencer à rendre visible l'invisible. Comme je le dis régulièrement, les ondes électromagnétiques dont on parle, artificielles, le problème, ce sont les ondes électromagnétiques artificielles. Elles ne se voient pas, elles ne se sentent pas. Donc, pour commencer, il faut
il faut se doter d'appareils qui permettent de rendre visible l'invisible. Ce sont des petits appareils comme ça, avec un écran qui permettent de visualiser. Alors, je vais vous montrer une illustration de ce qui est capable de faire ce genre d'appareil. Partager l'écran. Voilà. Je vais essayer de vous trouver une illustration. Non, ça va être en haut. Voilà. Ce genre d'appareil là vous permet de voir, de visualiser les trains d'onde avec les valeurs en champ électrique, en volt par mètre. Voilà. Donc ça, quand plus c'est raide, plus c'est toxique. Et au niveau cellulaire, c'est ce qu'il faut retenir. Les effets marteau-piqueur des ondes électromagnétiques, c'est ça qui est au niveau cellulaire qui est toxique. Alors, le problème de fond, c'est que depuis en gros 70-80 ans, ça c'est une étude du Lancet de décembre 2018, où on voit en abscisse sur l'axe horizontal les gammes de fréquences, donc à gauche les basses fréquences, tout à fait à droite les fréquences du nucléaire, et tout à fait au milieu les radiofréquences de la téléphonie mobile. Donc on voit que avant les années 50, dans le milieu naturel, en ondes naturelles, on avait le fond vert. Donc il se trouve que dans les ondes naturelles, nous observons un trou au niveau des actuelles radiofréquences. Donc tout ça pour vous signaler le fait que le vivant n'a pas vraiment été habitué à être baigné dans des radiofréquences artificielles, puisque même à l'état naturel, on avait une baisse de densité de puissance, de vent électromagnétique en quelque sorte, à ce niveau-là. Et que au fur et à mesure des décennies, déploiement des radars, déploiement de la télévision, de la radio, puis de la téléphonie mobile, vous voyez monter une pression électromagnétique. Là, on le voit dans les années 2010 avec l'arrivée des smartphones. Eh bien là, vous voyez que la différence entre les années 2010 et les années 50, c'est une multiplication par 10 puissance 16, c'est-à-dire 10 millions de fois, 10 millions de milliards de fois une pression électromagnétique 10 millions de milliards de fois supérieure à celle des années 50. Donc on est dans une phase d'oppression électromagnétique qu'il s'agit donc de réduire. Parce que la toxicité cellulaire vient de la nature des ondes, et en particulier le fait qu'elles sont pulsées, qu'elles sont mitraillées. Elle vient aussi de la proximité des émetteurs, elle vient aussi de la permanence de l'exposition. C'est la raison pour laquelle, dans la vie de tous les jours, il faut veiller à être le plus loin possible des émetteurs, il faut veiller à être le moins souvent possible sous exposition. Ça veut dire en clair que, par exemple, la nuit où on n'a pas besoin d'être connecté, il faut éteindre tous ces appareils émetteurs, en particulier la box, la Wi-Fi sur la box. Donc, ça veut dire en clair se doter d'une box dont il est possible d'éteindre la Wi-Fi sans avoir à éteindre la box. Parce que les gens vont me dire après, oui, mais si j'éteins la box, j'ai plus le téléphone. Donc, c'est aux gens, quand ils souscrivent le contrat d'une box, de se débrouiller pour pouvoir éteindre la Wi-Fi sans avoir à éteindre la box. Et de réaliser aussi que pour faire du flux Internet depuis son domicile, on a intérêt à utiliser une connexion filaire par une prise RJ45 classique, qui offrira en plus des débits informatiques nettement supérieurs à ceux du sans fil. Donc, il y a plein de raisons de ne pas utiliser la Wi-Fi à son domicile. La Wi-Fi est une solution technologique de mobilité. Voilà. Donc, ça veut dire, je reviens sur l'idée de la nuit qui doit être la moins électromagnétique possible. Donc, tout ce qui est appareil, téléphone portable, Wi-Fi sur la box, enceinte connectée, tout ça, ça doit être débranché la nuit, ça doit être éteint. Je pense en particulier à ceux qui ont eu la mauvaise idée de se doter d'un rechargeur de téléphone, un rechargeur par induction, c'est-à-dire il n'est même pas nécessaire de brancher le téléphone, vous posez le téléphone
mobile sur ce chargeur par induction, leur faire prendre conscience que ce chargeur est un émetteur d'ondes électromagnétiques en permanence. Donc ceux qui pensent que il ne fonctionne que quand on pose le téléphone portable sur le chargeur, c'est faux, il fonctionne en permanence. Donc il faut le débrancher. Et quand vous faites la charge, il faut que la charge soit faite avec le téléphone éteint, parce qu'un téléphone allumé en charge se met à émettre des radiofréquences plus que d'ordinaire. Donc il y a toutes ces habitudes d'hygiène de vie qu'il faut mettre en place progressivement. Et ce qui permet de vous aider à faire le tri, c'est ce genre d'appareil qui vous permettra de rendre visible l'invisible. Voilà, ça c'est essentiel. Ensuite, par exemple, prendre conscience que une plaque à induction à la cuisine, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de l'utiliser, en particulier quand on est enceinte. Quand maman est enceinte et qu'elle fait la cuisine avec des plaques à induction, elle a son ventre avec le bébé au niveau des plaques à induction. Et les plaques à induction, ce sont des émetteurs d'ondes électromagnétiques basse fréquence. Mais ça peut concourir à rehausser de manière dramatique le risque de fausse couche. Voilà, donc ensuite, pour conclure un petit peu sur ces effets parasites, si vous avez du matériel électrique à la maison, par exemple les radiateurs électriques, par exemple des appareils qui ne sont pas reliés et connectés à la Terre, parce que les normes électriques sont d'une manière générale assez laxistes sur le plan électromagnétique. Il y a plein d'appareils électroménagers dont on a dispensé la connexion à la prise de terre électrique. Et donc, ces appareils non connectés à la terre électrique viennent à émettre les parasites du réseau électrique. Et comme le réseau électrique, avec le déploiement de courants porteurs en ligne du système Linky, des smart grids, des smart cities, puisqu'on a smart partout aujourd'hui, hein, c'est la religion du smart. On utilise, je résume, on utilise le réseau électrique pour pas seulement transporter de l'énergie électrique, on l'utilise aussi pour véhiculer de l'information. Et donc, ces informations, elles sont véhiculées sur des gammes de fréquences bien au-dessus de 50 Hz. Et ces gammes de fréquences, sur des réseaux électriques qui n'ont jamais été conçus pour communiquer, les réseaux électriques se transforment en antennes. Et donc, les gens, dans leur domicile, vivent au milieu d'une antenne basse fréquence qui envoie des fréquences au rythme de 100 kHz, voire au-dessus ou en dessous. Et donc, ça, sur le long terme, c'est pas bon au niveau sanitaire. Ça notamment, ça fait augmenter de manière sensible le risque de fausse couche. Voilà. Donc, en résumé, vous voyez par ces petites observations que une solution radicale et peu coûteuse, au moins pour la partie nuit, consisterait à couper les fusibles de la partie nuit, hein, c'est-à-dire que vous allez vers votre tableau électrique, vous identifiez les fusibles qui concernent votre chambre, la chambre de vos enfants, etc. Et la nuit, vous coupez l'électricité dans les chambres de manière à garantir que aucune électricité ne circule dans les câbles électriques à proximité du lit, notamment, de manière à avoir un sommeil le plus électriquement neutre possible, de manière à ce que votre corps, votre physiologie, puisse se ressourcer de manière optimale durant la nuit. Et ça, c'est essentiel pour redémarrer la journée suivante. Si vous ne faites pas ça, eh bien, vous enclenchez un processus de fatigue chronique. Vous n'arrivez pas à atteindre un sommeil réparateur et étant dans la fatigue chronique, après vous allez consulter un médecin qui n'a pas été formé, qui ne vous posera pas les bonnes questions, qui ne vous amènera pas à prendre conscience de l'hygiène électromagnétique à instaurer dans votre domicile. Et c'est pas avec des pilules que vous corrigerez la situation. Souvent, on me demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qui soignera par antidépresseur par la suite. Alors voilà, la fatigue chronique amène à la dépression et donc, en gros, mécaniquement, si je fais l'analogie avec l'automobile, il est toujours possible de rouler en automobile avec un pied sur le frein et un pied sur l'accélérateur simultanément. Mécaniquement, c'est possible. Mais tout le monde vous dira, dans le milieu de l'automobile, que si vous faites ça trop longtemps, ça va pas être viable
pour les composants de l'automobile. Eh bien, au niveau physiologique, c'est la même chose. Hein, si vous tirez sur la corde et que vous essayez d'étouffer les symptômes sans attaquer la cause racine, la résolution sera nulle. Il n'y aura aucune résolution et vous ne ferez qu'aggraver votre cas. C'est la raison pour laquelle les effets sanitaires des ondes électromagnétiques doivent être traités à la racine. Il faut en prendre conscience, en particulier pour les enfants, hein, qui sont particulièrement vulnérables parce que les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Ce sont des bouillonnements cellulaires, des multiplications cellulaires. Qui dit multiplication cellulaire, ça veut aussi dire lecture du génome. Ça veut dire, donc, si vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure, que dans une ambiance électromagnétique, la lecture du génome peut engendrer des brisures des brins d'ADN, donc des dysfonctionnements cellulaires qui peuvent amener à des déraillements tumoraux ou des tableaux cliniques dont on a parlé tout à l'heure avec les dysfonctionnements mitochondriaux, avec des manifestations cliniques diverses et variées. Alors c'est vrai qu'au niveau diagnostic, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas, comme avec le tabageux, le consommateur de tabac, il n'y a pas le cancer du poumon à la clé. Vous avez un organe ou des voies ORL et ça se résume à ça. Là, les effets des ondes électromagnétiques, ça peut s'attaquer à tous les organes. C'est en quelque sorte le maillon faible qui va lâcher en premier. Et donc, c'est là où ça va lâcher en premier que ça va déclencher un tableau clinique. Et c'est la raison pour laquelle il y a un caractère aléatoire qui donne l'illusion que la cause racine pourrait être différente. Et en réalité, non. La cause racine est la même, c'est la pollution environnementale. Jean-Philippe, tu as peut-être envie de réagir ou même de poser des questions à Frédéric? Ben oui, j'allais dire, c'est préoccupant pour le médecin naturopathe que je suis, qui depuis des décennies s'efforce d'expliquer à ses patients qu'il faut gérer le capital santé, éviter l'exposition aux toxiques, bien évidemment, supprimer les classiques que tout le monde connaît, en tout cas modérer l'alcool si ce n'est le supprimer, le tabac, avoir une alimentation biologique. Alors, on réduit pas totalement, on n'anéantit pas l'exposition aux polluants parce que ce qui tombe du ciel est de plus en plus pollué. On a vu exploser les taux d'aluminium dans l'eau de pluie, etc. Bon, probablement lié aux activités de géo-ingénierie et limiter aussi son exposition aux agressions, j'allais dire informationnelles, etc. Mais là, cette pollution-là, alors Frédéric vient de donner un élément de solution, c'est au moins réduire l'exposition la nuit. Effectivement, depuis qu'on s'est vu, moi je le fais, je coupe l'alimentation électrique dans la chambre pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Mais cette exposition, cette pollution, elle est partout. Donc, ça doit être vraiment une prise en compte sociétale, pas des pouvoirs publics, bien évidemment, parce qu'on a compris qu'à ce niveau-là, eh ben, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, où pendant que tout le monde était confiné chez soi, on a vu exploser l'installation des antennes 5G, etc. Ils nous parlent demain de la 6G. Et voilà. Et je me dis que l'intention derrière tout ça, elle n'est pas très bienveillante parce que je pense pas que ce soit, Frédéric pourrait répondre mieux que moi à cette interrogation. Je pense pas que ce soit uniquement l'amélioration de la qualité des transmissions et qui est derrière tout ça, mais on a vu à quel point ça a impacté la santé des populations. Et je crains que derrière ce déploiement, comment? Je vais laisser Frédéric répondre, mais juste avant, je voulais savoir, est-ce que tu as résolu ton problème de téléphone portable durant tes parcours en voiture? Et non, j'ai pas eu le temps de m'y intéresser. Pourtant, mais par contre, je limite l'utilisation du téléphone portable dans la voiture parce que Frédéric a expliqué effectivement que l'exposition était importante quand on téléphone dans la voiture. Donc, il faut vraiment essayer de limiter l'exposition à cette pollution-là. Et voilà, donc revenir un petit peu là-dessus et puis aussi peut-être nous parler des oreillettes Bluetooth. Là, on voit beaucoup de personnes, notamment des jeunes, avec des oreillettes qui sont constamment, les mettre constamment en dehors du monde réel, mais dans un monde virtuel qui n'est pas forcément une bonne idée, mais ça a probablement un impact d'avoir des ondes juste à côté des neurones. Alors, effectivement, on est assez mal constitué, hein, puisque nous avons le cerveau pile entre les deux oreilles. Donc, quand on met des dispositifs dans les oreilles,
des dispositifs notoirement émetteurs d'ondes électromagnétiques, c'est donc on prend en tenaille en quelque sorte le cerveau. Il faut quand même se rendre compte que notre cerveau, c'est un bouillonnement d'activité électrique et de connexions synaptiques. Et que par l'ambiance électromagnétique, on vient troubler ces activités subtiles, hein. On vient troubler ces murmures électromagnétiques, puisque le cerveau communique, fonctionne par des microflux électromagnétiques, et on vient le submerger par un tintamarre électromagnétique artificiel, hein. C'est un petit peu comme si vous essayiez d'écouter Mozart avec en fond sonore un bruit de marteau-piqueur. Vous comprendrez que au bout d'un moment, vous n'entendez plus Mozart, mais vous n'entendez que le marteau-piqueur. Et c'est ce qu'on fait à notre cerveau quand on met des oreillettes Bluetooth. Alors, les oreillettes Bluetooth, il y a une double peine, hein. Il y a la peine radiofréquence, hein, c'est-à-dire que c'est le fonctionnement de Bluetooth, et puis il y a la peine basse fréquence, c'est-à-dire le fonctionnement des batteries, parce qu'il faut bien se rendre compte que tous ces dispositifs, et ce que je vais dire n'est pas valable que pour les oreillettes Bluetooth, c'est aussi valable pour les dispositifs qui permettent aux personnes malentendantes de retrouver une audition. Ces dispositifs sont dotés de batteries boutons, de petites piles boutons qui délivrent une tension de souvent 1 volt, 1,5 volt, mais il se trouve que l'appareil l'oreillette elle-même ne fonctionne pas à 1,5 volt, elle fonctionne à 6 volts ou 9 volts. Et donc, pour passer de la tension de la batterie, de la pile bouton à la tension requise pour le fonctionnement de l'appareil auditif, eh bien, on hache le courant pour faire monter la tension au niveau nécessaire. Et ce processus-là est émetteur d'ondes électromagnétiques basse fréquence. Voilà, on retrouve ce fonctionnement aussi avec les téléphones portables, hein. Ceux qui pensent que mettre le téléphone portable en mode avion, c'est suffisant, en sauront pour leurs frais, parce que le téléphone portable, même en mode avion, il émet des basses fréquences, hein. J'ai un appareil là qui mesure jusqu'à 3 MHz. On voit les téléphones portables mis en mode avion qui émettent à minima jusqu'à 3 MHz. Et ça, c'est la gestion de la batterie. Voilà. Donc, en résumé, tous les dispositifs émetteurs d'ondes électromagnétiques doivent être en permanence le plus loin du corps. Alors, évidemment, les oreillettes, ça, c'est à déposer précautionneusement à la déchetterie. Ça devrait même être interdit. Vous voyez, si on avait le même souci qu'avec les pizzas pour la santé publique, si on avait un minimum de cohérence en France, on devrait interdire ces dispositifs qui sont notoirement toxiques. Alors évidemment, il y a une grande hypocrisie dans notre pays, c'est que on psychote beaucoup sur les toxicités aiguës, c'est-à-dire vous tombez malade demain matin à 8 heures, et puis les toxicités sur 20-30 ans, tout le monde n'en a rien à faire. Et en plus, non seulement on n'en a rien à faire, mais en plus c'est juteux et c'est lucratif, parce que les problèmes de santé dont on parle, c'est pas les problèmes de santé d'il y a 30 ou 40 ans. C'est-à-dire les problèmes de santé quand on commence à prendre de l'âge il y a 30 ou 40 ans, c'était des problèmes de santé moteurs. Et tant qu'on a la tête, c'est pas facile à vivre, mais c'est gérable. Là, ce dont je suis en train de vous parler, ce sont des problèmes de santé qui se concentrent sur le système nerveux central. Et je suis en train de vous expliquer que, à terme, avec l'utilisation immodérée de ces dispositifs-là, vous allez perdre la maîtrise de votre système nerveux central. Ça s'appelle donc une maladie neurodégénérative, ça s'appelle de la démence, etc. Et ça se règle par la case EHPAD. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Philippe, effectivement, les gens psychotent beaucoup sur leur capital retraite, à juste titre, hein, parce que c'est important de savoir quel pouvoir d'achat on va pouvoir disposer au moment de la retraite. Mais curieusement, il y a un angle mort, il y a un angle aveugle, hein, une myopie collective. La population n'a pas encore compris que pour disposer du capital retraite, il fallait quand même disposer d'un préalable, c'est-à-dire le capital santé. Et que arriver à l'âge de la retraite avec des troubles au niveau du système nerveux central, c'est pas se donner les meilleures chances d'avoir un pouvoir d'achat confortable.
au moment de la retraite. Et la plupart du temps, les gens qui ont des troubles du système nerveux central à cet âge-là, eh ben, ils sont dans la case EHPAD. Et dans la case EHPAD, c'est toute votre retraite plus vos économies de toute une vie qui servent à financer l'assistance médicale. Donc, vous faites siphonner votre capital financier, votre capital retraite, ni vu ni connu. C'est le hold-up du troisième millénaire, vous voyez. Et ça se passe à bas bruit. C'est limpide comme démonstration. Merci. Ouais, c'est vraiment limpide comme démonstration. Hein. C'est bon. J'explique ça, moi, mais encore une fois, je n'avais pas intégré ce facteur-là. J'explique que depuis près de plus de 35 ans, je fais de la médecine, comment le système nous rend malades, parce qu'après, ben, ça fait prospérer une industrie qui fonctionne dans le fonds de commerce et la maladie. Donc, et je vois le sort qui a été réservé à tous ceux qui avaient développé de véritables méthodes pour soigner les gens et guérir les gens. Mais c'est limpide, ouais, comment le système crée encore une fois les malades de demain. Et comme le dit très bien Frédéric, hein, il y a une grande partie de la population qui ne bénéficiera pas du fruit d'une vie de travail et de labeur, quoi, hein, parce que les organismes vont dégénérer beaucoup plus rapidement qu'ils ne le devraient, et que cet argent va atterrir dans les poches de quelques-uns. Et waouh, et c'est très choquant parce que ce sont des vies détruites, bien évidemment, du patient, de l'entourage qui vit le fait que le proche soit malade et perde ses facultés, et il est toujours vivant, mais il reconnaît plus ses proches, ou ça devient très compliqué de le gérer. Voilà, Frédéric, je te redonne la parole, mais la démonstration, encore une fois, est limpide. Hein. Alors, juste pour enfoncer le clou, là, ce que vient de dire Jean-Philippe, hein, quand le président Macron est arrivé au pouvoir en 2017, quelle est la toute première personnalité qu'il a reçue à l'Élysée? Ça n'a pas été un chef d'État. La toute première personnalité qu'il a reçue à l'Élysée, c'était Larry Fink, le président de BlackRock. Et BlackRock, c'est les fonds de pension et les retraites. Donc, il faut vraiment être aveugle pour pas voir ce qui se trame en coulisses. Hein, c'est clair, limpide et net. Et c'est aussi, parce que là, on est dans la génération du baby-boom des années 45, on est dans la fin de la génération qui a vécu les 30 Glorieuses, qui a donc pu se constituer un capital immobilier, et qui aujourd'hui, pour certains d'entre eux, sont obligés de vendre leurs biens immobiliers pour financer l'assistance médicale. Mais les prochaines générations, qui vont être donc là confrontés à une exposition maximale à tous les polluants environnementaux, beaucoup plus que ce que n'avait été le cas pour les anciennes générations. Ces générations-là, eux, ils n'auront pas eu la possibilité d'acheter un bien immobilier. Et donc, comment vont-ils faire pour financer leur assistance médicale? Ils pourront pas. Donc, soit l'État jouera les grands princes, le grand seigneur, et financera l'assistance médicale en EHPAD, soit on comprend pourquoi on psychote beaucoup en ce moment sur la fin de vie, sur l'aide à mourir dans la dignité, etc. Tout ça, c'est des bons mots, tout ça, c'est de l'anesthésie collective, mais on voit bien pourquoi aujourd'hui l'exécutif s'excite beaucoup pour légiférer sur les conditions de fin de vie, parce qu'il voit très bien que à terme, les générations futures n'auront pas les moyens pour financer ce hold-up au niveau des EHPAD. Voilà, voilà, au niveau sociétal, on est dans une impasse. Donc, les gens qui laissent prospérer de la pollution environnementale, et en particulier de la pollution électromagnétique, qui est délétère à plus d'un titre, elle est délétère parce qu'elle est toxique en elle-même, et elle est délétère parce qu'elle neutralise tous les mécanismes physiologiques qui permettaient, jusqu'à présent, de tolérer dans la durée, plus ou moins bien selon les individus, les autres pollutions. En instaurant, en laissant se développer la pollution électromagnétique, on amplifie sur la physiologie des hommes notamment, on amplifie les effets des autres pollutions chimiques et métalliques. Donc on voit aujourd'hui arriver
des tableaux cliniques avec beaucoup moins de durée d'exposition et beaucoup plus jeunes qu'avant. Je me souviens, on m'expliquait quand j'étais gamin que les cancers, c'était que pour les personnes âgées. Parce que, en gros, la vieillesse, c'est une maladie, me disait-on. On a tous compris que les cancers ne sont pas des maladies. Les cancers sont le résultat d'un empoisonnement sur des décennies qui finissent par déclencher des tableaux cliniques en fin de vie. Or là, vu qu'on a une submersion de pollution environnementale dès la conception de l'individu, il y a donc une exposition prématurée à un âge de vulnérabilité maximale qui fait que vous déclenchez des tableaux cliniques sans avoir à attendre 70 ans. Désormais, vous avez du Alzheimer dès l'âge de 25 ans, voire même plus jeune. Et des cancers, le gamin, il n'a pas 5 ans, il a déjà son cancer. Donc, devra-t-on attendre d'avoir des incidences à 50% de la population pour se faire le travail nécessaire au niveau environnemental? Quand va-t-on arrêter de nous endormir avec les problèmes de viabilité économique de la sécurité sociale? Cette viabilité économique de la sécurité sociale est essentiellement liée à la pollution environnementale. Donc, c'est pas la peine de nous rabâcher que d'une année sur l'autre, il y a 16 milliards d'euros, 20 milliards d'euros, etc. L'essentiel, ces 16 ou 20 milliards d'euros de trous de la Sécu sont dus, pour l'essentiel, à la pollution environnementale. À quel moment fera-t-on payer les pollueurs? On a inventé le principe du pollueur-payeur, mais on ne le fait pas appliquer. Oui, tout à fait. Donc, à quel moment, dans un forfait de radiotéléphonie, verra-t-on apparaître une taxe qui permettra de subventionner le trou de la Sécu? Parce que la radiotéléphonie est un élément essentiel dans la pollution environnementale, comme je viens de l'expliquer, parce qu'elle amplifie les effets des autres pollutions. Donc, il y a une responsabilité collective et l'industrie de la radiotéléphonie doit être contributrice des effets sanitaires qu'elle provoque. Ça, c'est à minima, au même titre qu'on a surtaxé les paquets de cigarettes, ça n'a posé de problème à personne de surtaxer les paquets de cigarettes. Eh bien, aujourd'hui, il va falloir envisager sérieusement de surtaxer la consommation de la radiotéléphonie. Parce que, je le répète, la radiotéléphonie n'est pas essentielle à la vie. La radiotéléphonie est une solution technologique de mobilité. Or, la plupart des utilisations en termes de communication, la plupart des utilisations se font en sédentaire, dans des locaux immobiles. Donc, dans des locaux immobiles, le principe de connexion, que ce soit au téléphone ou à Internet, ça doit se faire avec du câblage, qui lui ne présente aucun effet sanitaire. Vous voyez ? Donc, on est paradoxalement dans une société qui se prétend laïque, mais qui cultive des religions, notamment la religion du tout connecté, la religion du sans fil, et qui fait croire aux gens que il n'y a que par ce biais-là que vous pouvez vous connecter au réseau téléphonique, au réseau Internet. C'est faux. Il y a des gens qui sont même convaincus que sans la Wi-Fi, ils ne peuvent pas se connecter à Internet. Ils ont oublié que, avec un vulgaire câble RJ45, ils peuvent se connecter à Internet. Vous voyez, avec des débits sensiblement supérieurs à ceux de la Wi-Fi et avec une sécurité informatique très sensiblement supérieure à ceux de la Wi-Fi, parce que la Wi-Fi se pirate depuis la rue. Voilà. Mais ça, il y a un problème d'information. Alors, le ministère de la Santé, qu'on devrait plutôt appeler le ministère de la Maladie, devrait se concentrer sur ces problématiques environnementales, informer la population des risques encourus, puisque les risques sont avérés. On n'est pas dans un principe de précaution, on est dans un principe de prévention, je le répète, puisque abondamment documenté. Et donc, alors ceux qui pourraient avoir des doutes sur le abondamment documenté, voilà, je vous conseille la lecture attentive de ce livre-là, L'arc-en-ciel invisible. L'arc-en-ciel invisible, 140 pages de références bibliographiques scientifiques de premier niveau. Si vous voulez des éléments, des preuves scientifiques, etc., vous allez dans ce livre, vous avez toute la littérature scientifique essentielle pour vous
vous informer des risques documentés. Donc là, on n'est pas dans de la précaution, on est désormais dans de la prévention. Voilà, il n'y a que ça à retenir. Et le ministère de la Maladie devrait arrêter de nous endormir avec des numéros de téléphone à contacter l'été quand il fait chaud pour inciter la population à boire, parce que la population, manifestement, n'est pas jugée assez intelligente pour se rendre compte que quand il fait chaud, il faut boire. Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric. On arrive déjà à 1h15 d'émission. On voit que ça va être un peu compliqué maintenant de faire un centenaire, et surtout un centenaire en bonne santé. Mais on est réellement dans la prévention, là, tu te fais raison de souligner. En fait, c'est une des raisons de cette émission et de toutes les interventions que tu as pu faire, c'est d'informer, parce que tant qu'on n'est pas informé, on ne peut pas se prémunir, on ne peut pas prévenir, on ne peut pas savoir comment faire pour éviter les désagréments de notre monde multiconnecté. On a évoqué quelques pistes, hein. N'hésitez pas à éteindre vos portables, retrouver les vrais liens sociaux, des possibles modes avion, mais vous avez bien entendu ce que disait Frédéric, ça n'évite pas les basses fréquences. Ne pas porter son téléphone sur soi, mais le plus haut impossible. Donc, pas dans la poche du jean, les garçons, hein, pas devant, les filles non plus. Éviter les DECT. Merci beaucoup, parce que vraiment les hôpitaux en sont pleins et j'en ai porté un pendant facilement 18 années consécutives. Les plaques à C'est une induction, je ne antenne savais relais. pas, merci. C'est une antenne relais, le DECT. Il faut prendre conscience qu'il y a plein de gens qui s'insurgent contre l'installation d'une antenne relais au bout du jardin, mais ils n'ont pas pris conscience que à l'intérieur de leur domicile, là où ils avaient les clés du camion, ils avaient eux-mêmes des antennes mobiles, et en particulier le DECT. Le DECT, en termes d'émissions de radiofréquence, il est beaucoup plus polluant qu'un téléphone portable que vous amenez dans la rue. Donc ça, c'est un truc, c'est à la déchetterie. Je ne comprends pas que l'État, prétendument soucieux de la santé publique, continue à laisser prospérer l'utilisation d'un dispositif qui est notoirement toxique pour la santé publique. Voilà. Donc, les amis, C'est si plutôt vous que avez de encore un fermer des téléphone usines de DECT, pizza, pour donner l'illusion d'un intérêt pour la santé publique, on devrait s'attacher à faire la chasse à ce genre de dispositif qui est toxique. Et tant qu'on ne le fait pas, c'est une complaisance criminelle. les amis, si vous avez encore un DECT à la maison, si vous avez encore une ligne fixe, allez chercher un téléphone filaire, ce sera beaucoup plus intéressant. Jean-Philippe, je peux te laisser conclure sur le plan médical. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution pour quand on n'est plus dans le préventif, dans tout ce qu'on a déjà exposé, donner quand même un petit coup de pouce pour recouvrer la santé? Pour retrouver la santé, j'allais dire, je voyais passer un commentaire qui est intéressant. C'est sourire, c'est communiquer, c'est avoir une alimentation saine, crue, riche en énergie vitale, essayer de dénaturer le moins possible nos aliments, corriger des carences qui, malheureusement, même si on essaie de s'alimenter sainement, vont être inévitables. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus dans les fruits et les légumes ce qu'on n'a plus dans les sols. Et depuis des décennies, on a détruit nos sols. On a cassé des cycles naturels qui régénéraient les sols. Voilà, consommer une eau de qualité aussi. Une eau que ce soit l'eau du robinet ou l'eau des bouteilles plastiques, pleine de produits phytosanitaires, de résidus de médicaments pour l'eau du robinet, de PFAS, vous savez, ces perturbateurs éternels qu'on trouve partout, avoir des dispositifs de filtration de l'eau qui soient très efficaces. Et en fait, c'est l'osmose inverse, pour information, qui élimine les PFAS. Tous les autres dispositifs laissent subsister ces polluants, respirer de l'air de qualité, donc assainir son environnement. Voilà, c'est vraiment le principe, c'est ça, c'est limiter l'exposition aux différents toxiques et polluants, et les ondes électromagnétiques sont bien évidemment, vous l'avez compris, un des polluants majeurs parce que présents partout, et apporter à nos corps au maximum ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Naturopathe que je suis vous expliquera qu'il faut se supplémenter inévitablement, qu'une alimentation même saine ne suffit plus. Et bon, on a souvent parlé ensemble, Eric, de la vitamine C, qui est un excellent antioxydant, dépolluant. Voilà, et puis la vitamine D, et puis les acides gras essentiels, et puis tout un complexe de vitamines du groupe B pour faire fonctionner nos mitochondries, qui ont besoin de B1, de B2, de B3, de B5, de B9, de magnésium,
Prenez tous les jours du magnésium, c'est très important pour faire fonctionner vos mitochondries et pour une multitude d'autres réactions chimiques dans l'organisme. Voilà des conseils de bon sens que le naturopathe que je suis peut vous donner. Et voilà, et puis essayer de rester connecté, mais là c'est dans un autre registre dont on a aussi parlé. Spirituellement, il faut se ressourcer, hein, il faut s'ancrer à des valeurs, il faut parce que sinon, voilà, sinon on est quotidiennement. Alors il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, hein. Nous sommes des citoyens du monde, changer ce monde, c'est notre responsabilité. Moi, il y a longtemps que j'ai abandonné l'idée que nos politiques allaient s'en charger. Dès lors qu'ils sont au pouvoir, ils ne se soucient absolument plus de ceux qui les ont amenés au pouvoir. Ils oublient que la souveraineté nationale, c'est à nous qu'elle appartient, qu'on leur délègue un temps, mais pour autant qu'ils agissent dans le sens de nos intérêts. Et avec cette pollution électromagnétique, je crois que la démonstration est limpide. Ils n'agissent pas, mais absolument pas, dans le sens de nos intérêts. Ils laissent se dégrader la santé publique à une vitesse vertigineuse. Et l'émission que vous venez de faire, Eric et Frédéric, c'est une émission de salut public parce que le danger, il est majeur et l'impact sur la santé, notre santé et celle de nos enfants, il est majeur et dramatique, hein. Donc, on doit tous se ressaisir, hein. Merci Frédéric, le mot de la fin. Pour compléter ce que vient de dire Jean-Philippe, le micro-ondes, le four micro-ondes, on parlait d'alimentation et de supplémentation. Donc, il faut savoir qu'un four micro-ondes est toxique pour 3 raisons. Il est toxique parce que quand vous le faites fonctionner, il émet des ondes électromagnétiques vers l'extérieur. Donc déjà, ça, c'est pas très bon. Ensuite, quand vous le faites fonctionner, il dénature les protéines que vous allez ingérer. Voilà. Les vitamines, il les dézingue complètement, ce qui fait que quand vous avez réchauffé votre plat au micro-ondes, que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas le plat que vous venez de faire réchauffer au micro-ondes, en fait, ça revient au même. Vous avez tellement tout dénaturé que vous fabriquez de la carence en consommant de la nourriture passée au micro-ondes. Et enfin, si c'était que des carences, en plus, il y a des réactions chimiques sous effet des radiofréquences à l'intérieur des protéines qui font que des protéines qui pouvaient être bénéfiques avant le passage au micro-ondes deviennent toxiques après le passage au micro-ondes. Voilà. Ce que je vous dis est documenté. Voilà, il faut s'en saisir. C'est pas un hasard si d'ailleurs les fours micro-ondes étaient interdits dans l'Union soviétique avant l'effondrement de l'URSS. C'était pas une question de pas accéder au progrès technique, c'était une question de salubrité publique. Voilà. Donc le four micro-ondes, si vous avez un minimum de respect pour votre santé et de préoccupation pour votre santé et celle de vos enfants, c'est la déchetterie. Voilà, c'est un instrument qui n'a rien à faire dans une cuisine. Je dis ça à mes patientes depuis quelques décennies maintenant. Oui. Absolument. Il va y avoir de l'encombrement dans les déchetteries dans les jours qui viennent, je crois. Merci à vous. On n'a certainement pas épuisé ce sujet. Non. On pourra sans doute y revenir. Il va y avoir beaucoup de commentaires. Il y en a déjà eu énormément. Et je remercie à tous ceux qui sont intervenus en direct dans le chat. On n'a pas pu tout passer, mais merci pour tous vos commentaires que je retrouve avec grand plaisir. Et on va arrêter là pour ce soir. On reparlera certainement, notamment avec Jean-Philippe Lebrez, de nutrition, de micronutrition et de médecine orthomoléculaire parce que c'est un sujet qui nous passionne. Et on va même se retrouver très bientôt, Jean-Philippe, pour pouvoir vivre un congrès ensemble. Et j'espère qu'on pourra en donner quelques retombées dans cette émission prochainement. À très bientôt, les amis. Portez-vous bien. Éteignez vos téléphones, éteignez vos ordinateurs et prenez un bon bouquin et bonne nuit. Et allumez vos cerveaux. Oui, c'est important. Bonne soirée à tous. Et merci Eric, hein. Merci Frédéric, hein. Super pour les informations. Restez avec